Alors, je vais vous proposer... On m'entend ? Bonsoir à toutes et tous. Je vais vous proposer de nous installer. Je suis trop près. C'est mieux là ? Alors, bonsoir à toutes et tous. Donc, ce conseil municipal est bien retranscrit en direct. Pour commencer, le secrétaire de séance ce soir sera Monsieur Joseph Silachom. Merci à toi, Joseph. Nous allons regarder ensemble les pouvoirs. Donc, nous avons le pouvoir de Monsieur Pierre-Marie Hibon qui est donné à Monsieur Jean-Claude Charrier. Le pouvoir de Madame Stéphanie Lauberton qui est attribué à Valérie Toumazeau. Le pouvoir de Laurent Mondou qui est attribué à Marie David. Et le pouvoir de Madame Christelle Sciotto qui est attribué à moi-même, Patricia Elias. Concernant le procès-verbal du 22 janvier, avez-vous des remarques ou des observations à nous faire retourner avant validation ? Aucune. Donc nous le validons. Merci. Nous passons à la liste de décision du maire. Je suis vraiment désolée. Avez-vous des remarques sur la liste de décision du maire ? Observation, Oui, Hervé, David ou Hervé ? Oui. David. Sur l'ensemble des trois contrats là, avec Forest de Bar, Socotec, sur Jules Léoté, c'est à quel but ces travaux ? Forest de Bar, Socotec et oui, pour la salle Jules Léoté. Oui. Donc en fait, c'est au niveau de l'architecte Ok. que nous avons et c'est pour l'ensemble des opérations au niveau de la toiture surtout. D'accord. Voilà, qui sont destinés, en tout cas le premier, les 27 000 € sont destinés à la toiture. Enfin, c'est surtout la validation du contrat avec le maître d'œuvre. Ok. C'est surtout la maîtrise d'œuvre. C'est pas la réalisation Ok. des travaux à 27 000 €. C'est la maîtrise d'œuvre. Et avec l'architecte. Pourquoi cette personne-là plutôt que... Parce que c'est à l'architecte qui travaillait déjà, enfin qui était déjà sur le dossier. Okay. Donc c'est cette personne-là qu'on a gardée. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques pour le... Non, je vous remercie. Alors, le point numéro 1, le renouvellement de la convention de gestion avec Nantes Métropole pour le cimetière métropolitain. Sandrine Gauvry. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, ce premier point porte sur le renouvellement de la convention de la gestion du cimetière métropolitain Beau-Soleil entre Nantes Métropole et la commune des Sorinières. Donc, ce point a été présenté en commission finances le 12 février dernier. L'objectif de cette convention, c'est de définir les champs d'intervention de la commune. Nantes Métropole a la compétence pour créer et pour gérer le cimetière d'intérêt métropolitain. En revanche, la commune conserve les pouvoirs de police. Donc, cette convention, qui est d'une durée de 2 ans, redéfinit les interventions attribuées à la commune et celles qui sont du ressort de Nantes Métropole. La répartition des activités de gestion et d'entretien concerne donc la gestion administrative, les aménagements ainsi que l'entretien. Donc, entretien de manière générale. La convention reprend également les modalités d'indemnisation de Nantes Métropole envers la commune. Donc, pour 2006, le coût annuel d'indemnisation a été évalué à 34 000 €. Voilà les grandes lignes. Donc, c'est une convention qui court jusqu'à fin 2025 et qui est renouvelée à partir de janvier 2026 pour 2 ans. Est-ce qu'il y a des questions ? Remarque. David ? Une remarque sur la convention et une autre sur le document présenté.
Sur la convention, on voit que l'ajustement des prix des remboursements est indexé sur l'indice de la fonction publique de mémoire, 2 points. Oui, il y a du personnel qui est utilisé, mais il y a aussi un certain nombre de produits, il y a sans doute autre chose que simplement du personnel. Donc je trouve que l'indexer sur l'indice de la fonction publique est un petit peu manque un petit peu de souplesse pour nous. Il devrait y avoir au moins sur la partie personnelle la fonction publique, mais sur la partie achat de matériel, il devrait y avoir autre chose comme indexation. Et puis juste sur la convention, le document qui nous a été envoyé, sauf erreur, on n'a pas les annexes du document. Donc difficile de valider un document qui n'est pas complet. Surtout que dans le document, il y a un certain nombre de clauses qui font référence à des annexes qu'on n'a pas. On est désolé, on s'est fait la remarque effectivement un peu tardivement que les annexes n'avaient pas été jointes à la convention de gestion. Ce sont des annexes qu'on peut envoyer posteriori et qui reprennent en détail les attributions, donc soit à la métropole, soit à la ville des Sorinières, et qui détaillent les aménagements forfaitaires. Pour la remarque concernant la valorisation, pour l'indemnité, effectivement, on valorise le temps homme, et essentiellement le temps homme. C'est une indemnisation qu'on a réussi à avoir à la hausse depuis le début de la convention, qui, si on reprend le coût réel, est légèrement inférieur à ce que ça coûte à la commune. Néanmoins, on arrive à avoir des augmentations qui sont de cette indemnisation. Difficile de valider un document qui n'est pas complet. Donc, je ne sais pas comment vous voulez voir, mais valider un document, avoir les annexes après, c'est... Donc on voit les différentes attributions qui sont faites à la commune. Nettoyage du cimetière avec les fréquences, l'entretien des espaces verts, l'entretien des espaces de circulation et les coûts attenants, ce qui nous permet, quand on regarde en défilant, donc l'entretien également des caveaux cavurnes, d'atteindre un montant estimé à 34 000 €. Sur les annexes précédentes, on peut reprendre l'annexe 1 qui va reprendre les différentes activités. Donc, il y a la partie gestion administrative, la partie aménagement. Sur la gestion administrative, sont attribuées à la commune les actions de relations aux usagers, donc tout ce qui est accueil. Réclamation usagée, en fonction de la nature de la réclamation, ça peut être la commune ou la mission funéraire ou le pôle. Sur un peu plus bas, on arrive à la partie aménagement où on va retrouver tout ce qui est aménagement funéraire. Là, on voit que tout revient, c'est du structurel, tout revient à la métropole. Et un petit peu plus bas, sur la partie nettoyage,
entretien du quotidien. Là, on est plutôt sur les actions de la commune. Et c'est là ce que je vous ai montré dans le premier tableau, qui est détaillé avec les montants. Mais ouais, désolé, on s'est rendu compte après coup que la convention avait été envoyée sans les annexes. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose d'approuver la convention de gestion du cimetière métropolitain entre Nantes Métropole et la ville des Sorinières. Donc, qui s'oppose? Qui s'abstient? Qui vote contre? Pardon. Je pense que les abstentions, peut-être veut remettre les mains. Les Merci. abstentions. 1, 2, 3, 5 abstentions. merci. Excusez-moi. Alors, concernant le point 2, ça va être le conseil de Monsieur Charrier. Donc, l'adoption du compte financier, le CFU 2025. Eh bien, bonsoir. Le CFU, comme vous le savez, a remplacé le compte administratif. Donc ça, depuis que le conseil municipal du 8 novembre 2023, on a autorisé l'expérimentation. Donc ce compte financier unique, ce CFU 2025, fait apparaître à la section de fonctionnement un excédent de fonctionnement de 1 869 826 € et à la section d'investissement un excédent d'investissement de 952 552,35 €. Si vous voulez faire un peu, alors je vais avoir du mal à vous, enfin c'est pas que je ne veux pas le faire, vous l'avez reçu, le document qui vous a été envoyé, le document officiel, c'est un peu dur à lire, il y a un peu trop de pages. Je peux vous donner quand même les grandes lignes, ce qui a marqué le CA ou le CFU de 2025. On a une différence de dépenses significative sur les repas des écoles de l'ordre de 41 863 €. On a par contre dépensé moins d'eau. On a une économie, si on veut dire, de 5 065 €. On a dépensé un peu plus pour les espaces verts de 7 145 €. Ça fait une différence de 22%. Sur la fourniture des petits équipements, eh bien, on dépense un peu plus, 7 714 €. Sur le petit matériel, 3 000 €. Sur les fournitures administratives, on a fait une économie de 7 744 €. Et sur les locations mobilières, eh bien, on a dépensé 57 000 € en plus, mais ça s'explique entre autres par des installations pour les modulaires, pour l'école du l'EPC à hauteur de 46 000 € et la location pour 5 mois à hauteur de 10 700 €. Les transports piscines, on a réduit la facture de 2 700 €. Les télécoms, on a réduit la facture de 4 700 €. La taxe foncière, eh bien, nous avons malheureusement augmenté de 3 259 €. Pour la rémunération principale, eh bien, on est passé de 2 504 478 en 2024 à 2 552 256 en 2025. C'est dû essentiellement à l'arrivée d'un responsable Perisco et au tuilage qui a eu lieu. La rémunération des non-titulaires, alors ça c'est un débat qu'on a eu au mois d'octobre dernier lorsqu'on a fait une DM, si vous avez vu. Elle était essentiellement basée là-dessus. On avait budgété en 2024, on avait fait en 2024, pardon, c'est pas un budget, c'est un CA. 942 757 € pour un CA en 2025 à 1 029 323, ce qui fait une différence de 86 000 €. Et c'est essentiellement dû à des renforts qui ont été nécessaires sur l'accueil de la mairie, sur les arrêts de maladie. On a eu énormément d'arrêts de maladie cette année. Il a fallu
il a fallu compenser et comme vous le savez, c'est nous qui payons dans un premier temps et on n'est pas remboursé de la totalité de ce que ça nous coûte et entre autres sur les indemnités, mais en plus il faut employer quelqu'un. Sur la recette de péréquation, eh bien, on a fait plus 4 383 €. Sur les cotisations des caisses de retraite, on a dépensé, on a une augmentation de 12%. On est passé à 942 513 pour 843 157 l'année dernière, enfin en 2024. Sur la participation de la prévoyance, eh bien, on est passé à 21 785 €. C'était une ligne qui n'existait pas. Donc on a dissocié la chose, donc ça fait apparaître cette ligne-là. La participation à la mutuelle, on était à 30 456, on n'est plus qu'à 13 771, mais c'est parce que justement avec l'apparition de la ligne précédente 64-58, on a dû ventiler les 30 456 en 2 postes, ce qui fait que ça explique la première ligne à 21 000 et la différence entre les 30 456 de 2024 et les 13 771 de 2025. On n'a pas eu de dons cette année. L'année dernière, on avait eu pour 9 144 € de dons. Cette année, en 2025, quand je dis cette année, c'est 2025, on s'entend bien. On n'a pas eu de dons. Les cotisations d'élus ont baissé de 4 301 € quand même. Donc c'est pas mal, c'est une économie. On a voté des créances de mise en non-valeur, rappelez-vous. On avait 680 € en 2024, on a eu 2 948 € en 2025. Les contributions obligatoires, entre autres, alors, je ne fais pas une focalisation, mais c'est le plus gros poste, le fonctionnement de l'école Sainte-Marie. On était à 354 071 en 2024, on est à 386 980 € en 2025. Donc c'est une augmentation assez substantielle de 32 909 €. Qu'est-ce qu'on a la subvention à la cuisine centrale qui était de 59 000 en 2024 a baissé, elle était plus de 41 769. Et puis les redevances logicielles ont augmenté de 52 684 à 60 203 €. On n'a pas eu de pénalité sur les marchés alors qu'on en avait eu en 2024. Rappelez-vous qu'on avait arrêté le marché sur la LSH. Il avait fallu donner des indemnités à l'entreprise. Et c'était à hauteur de 2 591 € en 2024. On n'en a pas eu en 2025. Les dotations pour charges et risques, eh bien, elles ont baissé de 3 157 € et le prélèvement sur la loi SRU, en 2024, on donnait 76 198 € et en 2025, on a donné 63 416 € parce qu'on a atteint, on progresse dans le calcul et le nombre de logements sociaux qui nous est donné. En 2024, on était à 17,73%. En 2025, on est à 19,84%. Et on a notre objectif. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne paiera pas de SRU en 2026, voire 2027, parce qu'on a atteint notre objectif. En termes de recettes, eh bien, sur les remboursements de personnel, je vous ai dit qu'on avait eu pas mal d'arrêts maladie. On avait perçu 128 188 € en 2020. En 2024, on perçoit 159 296 € en 2025. Les concessions au cimetière, alors c'est pas anecdotique, mais presque, malheureusement. En 2024, on avait perçu 8 000 €. En 2025, on n'en a eu que 4 700. Ça s'explique en fait par la disponibilité des caveaux qui n'est plus là. Et l'abandon de concessions de famille et des moindres renouvellements de concessions. Donc il y a moins de possibilités sur les cimetières. Les recettes de la multi-accueil ont augmenté. Elles étaient de 388 823 €, elles passent à 412 444 €. Les recettes de la garderie périscolaire, c'est pareil, elles étaient à 167 180, elles passent à 185 187. Et puis l'attribution de compensation, elle a augmenté de 9%. Elle était à 612 772, elle passe à 669 407.
Les impôts locaux. Les impôts locaux ont augmenté. L'augmentation est de 3,59%. Et on percevait 6 453 048 euros. Et on a perçu en 2025 6 684 821 euros. Donc c'est la base de la valeur locative qui a augmenté, mais ce qui explique entre autres ce chiffre-là qui aurait pu être un peu plus important s'il n'y avait pas eu la baisse de deux autres bases de calcul, mais néanmoins on a perçu 231 773 euros en plus sur la taxe sur les impôts locaux. Sur la TLPE, eh bien la TLPE, on a perçu moins de TLPE. On percevait 94 485 euros en 2024. On n'a plus que 87 059 euros en 2025, ce qui fait quand même une baisse de 8%, ce qui n'est pas négligeable. La DGF, elle baisse. La dotation forfaitaire, elle baisse. Elle était de 34 733 euros. Elle n'est plus que de 721 638 euros, ce qui représente une baisse de 13 095 euros. Qu'est-ce que je peux vous dire? La dotation pour les titres sécurisés, puisque vous savez, on fait les cartes de visite, les passeports et autres. Les cartes d'identité pour les cartes de visite, ça commence chez... Je pistais ma première erreur. Alors voilà, donc en 2024, on avait une dotation de 9 500 euros et en 2025, on a reçu 22 829 euros. L'allocation des immeubles, on percevait 51 195 euros en 2024 et on a perçu 73 000 euros, 73 785 euros, 95 euros en 2024 et on a eu une reprise de provision de 8 700 euros. Alors si vous voulez les principaux investissements qu'on a fait en 2025, on a fait la subvention d'équilibre pour la sanglerie, vous savez qu'on l'a voté à un moment de l'année, de 550 000 euros. C'est néanmoins un investissement, même si c'est une subvention d'équilibre. On a fait le remboursement du capital des emprunts, c'est aussi un investissement à hauteur de 502 000 euros. On a fait les travaux pour le clubhouse qui se sont achevés de 311 691 euros. L'extension de la tilleulière du périscolaire, on a investi 277 568 euros. L'extension de l'école du Clos du Moulin, pour l'instant, à hauteur de 176 155 euros. C'est une première approche, puisque on votera tout à l'heure un APCP pour la continuité des travaux. On a fait la réfection du sol de la salle Léoté à hauteur de 102 000. La réfection de l'éclairage LED pour 56 000. L'aménagement du terrain de pétanque pour 51 304 euros. Vous savez on participe à la fabrique, donc c'est un investissement pour nous. Donc cette somme représente 43 904 euros pour l'année 2024. Travaux immobiliers pour les écoles, 40 000 euros. Les véhicules espace vert, on a racheté un véhicule à hauteur de 39 000 euros. L'étude du centre-bourg, 39 000. Le serveur, c'est de l'informatique, 29 000. On a continué le programme sur la GTC de la chaufferie à hauteur de 26 000 euros. La vidéosurveillance pour le CTM, la salle Léoté et le parc de la Filée, on a mis 21 245 euros. C'est de la vidéosurveillance. Le curage de la mare du parc Hippolyte d'Orouette, on a investi 21 000 euros. Les divers mobiliers, 20 000. La chaudière du Clos du Moulin qu'il a fallu remplacer, 14 000. L'audit énergétique de la mairie, du CCS et de l'école du Clos à hauteur de 14 500 euros. L'étude de salle de sport Léoté, 13 170. Du matériel informatique à hauteur de 9 000. Et puis, je vais peut-être m'en arrêter là, si vous n'êtes pas saoulés. Les cloisonnements sanitaires de l'école du Clos à 8 000. Vous êtes saoulés. OK. Donc, on a investi 2 461 796 euros. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le compte sur le CFU. Le CFU, ce qui est important, c'est que, hormis tout ce que je voulais vous énoncer sur les investissements et puis les explications sur les différentes dépenses, soit en plus, soit en moins, et investissements,
on a quand même un excédent de fonctionnement de 1 869 000 euros, 1 869 826 euros qu'il va falloir faire, que l'on va répartir tout à l'heure lors d'un vote. Mais c'est le principal, ce qui nous permet d'assumer le remboursement de nos emprunts, le remboursement de des intérêts et d'investir derrière. Voilà, je vous ai tout dit, du moins ce que je pouvais vous dire, mais si vous avez des questions, je suis preneur. Quand même, pas totalement non plus. Une question, vous avez parlé tout à l'heure du prélèvement SRU qu'on n'aurait pas en 26-27 parce qu'on avait atteint les objectifs. C'est pas, il me semble que c'est pas ce qu'on avait dit en commission finance. C'est parce qu'on a un investissement, un terrain, il y a 500 000 euros sur la zone de la Sanglerie qui compense le prélèvement SRU. C'est bien ça, hein? Vous avez pleinement raison. En fait, c'est un calcul assez, non pas assez savant, mais qui intègre plein de paramètres. Et effectivement, c'est l'histoire du terrain. Mais ça va quand même nous permettre d'économiser en gros 60 000 euros cette année et 60 000 euros l'année prochaine, ce qui est quand même pas négligeable. Voilà. Pas de souci, hein, c'est juste que je suis sûr qu'on était bien sur ce qui avait été dit en commission finance, c'était bien ça. Deux remarques sur le CFU, je ne vais pas m'étendre beaucoup. Une remarque quand même sur le fait que dans l'année, on a quand même entamé la trésorerie de presque 1 million. Donc il y a quasiment 30% de la trésorerie qui a diminué, hein. C'est quelque chose qu'il faut sur lequel on soit vigilant. On avait mis le doigt sur ce sujet-là au DOB et il va falloir qu'on soit très vigilant par rapport à ça. Et puis, vous parliez des frais de personnel, hein, on avait eu ce débat à l'automne. Hein. Faire sur une vigilance à avoir sur les prochaines années, sur le fait avant de ne pas subir ce type d'augmentation, qu'il y ait un échange entre les services et les services comptables, de manière à ce que on engage une dépense, on s'assure que le budget soit présent et qu'on cadre bien dans le budget de manière à le maîtriser. Voilà. C'est effectivement une remarque que vous aviez faite. Concernant le fonctionnement dans la trésorerie, c'est un choix qu'on a fait. Hein. Effectivement, on n'a pas fait d'emprunt, donc on limite nos remboursements, on réduit notre taux d'endettement, on réduit notre capacité de désendettement, enfin tout un tas de choses. Mais effectivement, il faut quand même financer derrière, et on a fait le choix. Et c'est ce qu'on avait dit lors du ROB et du DOB de piocher dans notre trésorerie. Mais c'est vrai, vous aviez fait la remarque, il n'y a pas de souci, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Eh bien, je vais vous proposer d'adopter, mais pour adopter ce CFU, il faut que Madame le maire nous quitte. Donc, On va mettre plus de temps à sortir et à rentrer. donc, c'est un dossier qui a été présenté le 12 février 2026, et donc je vous propose d'adopter le compte financier unique 2025, qui est contre, qui s'abstient. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui vote pour? Je vous remercie. Qui veut aller chercher Madame le maire?
Alors, le point numéro 3, c'est l'affectation définitive des résultats de 2025. Toujours Monsieur Charrier. Donc, au regard des résultats qui sont apparus dans le CFU 2025, ce CFU fait apparaître un excédent de fonctionnement, comme je vous l'ai dit, de 1 869 826 € et d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit. On consacre 681 979 € en recettes de fonctionnement pour le fonctionnement, et tout simplement, et 1 188 847 € en recettes d'investissement. C'est aussi un dossier qui a été présenté en commission finances du 12 février. Est-ce que vous avez des questions sur ces affectations définitives de résultats? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'adopter l'affectation des résultats de fonctionnement de l'exercice 2025, 680 979 en fonctionnement, 1 188 847 en investissement. Qui vote contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui vote pour? Je vous remercie. Et le point 4, donc, nous passons au vote des taux d'imposition 2026. Avant de vous parler des Ah. taux d'imposition, Ah. je vais vous faire passer l'arrêté sur le CFU. Vous votez sur votre nom, mais vous ne votez pas pour les pouvoirs. Vous signez, oui, pardon. Vous signez sur votre nom, mais pas sur les pouvoirs. Voilà, pas sur les pouvoirs. Donc, le point 4, c'est le vote des taux d'imposition 2026. Donc, je vous propose de fixer les taux de fiscalité locale conformément à l'article 1379, 1407 et suivant, 1639A, 1636B, sexise, waouh, et suivant du CGI. La taxe d'habitation, alors on vous propose la taxe d'habitation des résidences secondaires et autres locaux non affectés à l'habitation principale en 2026, nous vous proposons un taux de 17,83%. Ce taux est identique à 2019, conformément à la loi de finances 2020 sur la réforme de la fiscalité locale. La taxe foncière bâtie, c'est celle-ci qui nous impacte le plus. Elle est de 39,96 et le taux sera identique en 2026 par rapport à 2025. La dernière augmentation, rappelez-vous, elle date de 2023. On avait augmenté de 8%, ce fameux taux qui était à l'époque de 37%, on avait augmenté de 8%, ce qui avait fait une augmentation de 2,96%. Et la taxe foncière non bâtie, on la laisse identique par rapport à 2025, à hauteur de 65,02%. Ce dossier a été présenté en commission finances le 12 février 2026. Est-ce que vous avez des questions ? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'autoriser la fixation des taux de fiscalité tels que présentés et d'autoriser Madame le maire à prendre des mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération et la charge de notifier cette décision aux services préfectoraux. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Et le point 5, donc nous passons au vote du budget Je vais y arriver. pour l'année à venir. Alors, non, ça va. Je vais essayer de vous présenter des tableaux. Alors, je ne vais pas vous inonder de chiffres parce que vous les avez tous vus. Pourquoi il ne veut pas? Alors, fonctionnement et investissement. Donc, où est-ce qu'elle est ma note? En explication, il manque un papier. Oui, je l'ai. Donc, nous vous proposons, et ça a été vu en commission le 12 février, pareil, de cette année. Nous vous proposons un budget prévisionnel de fonctionnement en dépenses. Nous vous proposons un budget à hauteur de 2 millions. C'est quoi ça? C'est pas le bon ça? C'est pas le bon ça? Si, c'est le bon.
pas le bon, ça. J'ai une erreur de tableau, excusez-moi. C'est celui-là que j'ai. Voilà. Excusez-moi. En fonctionnement, nous vous proposons un budget prévisionnel à hauteur de 11 930 258 euros, que vous pouvez comparer à ce que l'on avait proposé en 2025 à 11 642 068 euros, ce qui représente une augmentation, alors on va parler de BPABP, hein, on ne va pas comparer autre chose, de 2,48%. Et en recette, bien évidemment, il sera équilibré. Là, la même chose, nous on fait des budgets équilibrés, c'est pas le vrai pour tout le monde. On aura un budget de recettes de fonctionnement à hauteur de 11 930 258 euros, qu'on peut mettre en regard, pareil, à hauteur de 11 642 068 euros en 2025. Qu'est-ce qui peut être, quels sont les faits marquants de ce tableau, à moins que vous vouliez qu'on passe toutes les lignes, mais je ne le ferai pas. On a une augmentation significative des repas des écoles. C'est un choix, vous le savez. Avec l'arrivée de la fabrique, le coût est plus important, mais on a fait le choix, de prendre en charge la différence, du moins en partie, pas tout en totalité, mais en partie. Donc ça nous fait une augmentation. On avait 407 000 en 2025. On sera à 490 675 en 2026, ce qui fait une augmentation quand même qui n'est pas négligeable de 20,56%. Et ce qui est avec une différence de 83 675 euros. On a budgété 51 000 euros pour l'eau en 2026 en comparant aux 35 000 de 2025. L'électricité, on avait fait une estimation vraiment haute en 2025 à hauteur de 220 000 euros. On a ramené cette estimation à 190 000 euros en 2026. Pour tout ce qui est les goûters et autres, on était à 20 000 euros, presque 21 000 en 2025. On propose 15 400 euros en regard de en regard du fait que la fabrique on prend à sa part. Donc on aura 20 000, on avait 20 000, on a prévu 15 000. Les vêtements, on a prévu, là aussi, il faut le compter, pour les fortes chaleurs. On a prévu 13 100 euros en regard des 14 775 euros. Les prestations de services, c'est les changements de distributeur, du magazine, les traitements des déchets. On a une augmentation de 6 000 euros à 52 240 euros. Les locations mobilières, donc on loue toujours des bungalows et on a plus de mois. Rappelez-vous, sur le tableau que je vous ai présenté tout à l'heure, on n'avait que 5 mois ou 6 mois de location. Donc là, eh bien, ah ben non, on baisse, je vous dis une bêtise. On était à 131 000 en 2025, on n'est plus qu'à 114 000. Excusez-moi, j'ai dit une bêtise. En 2026, la réparation des bâtiments publics et l'entretien, on a prévu 90 000 euros au lieu de 75. On a réparation d'autres biens, on a prévu 26 000 au lieu de 31 000. La maintenance, principalement sur les... On a 4 000 euros en plus sur la maintenance des chaudières, pardon. Avec un nouveau contrat, on est à 85 000 euros alors qu'on était à 79 000 en 2025. Les abonnements d'hiver, on baisse un peu, c'est peanuts, 610 euros. La formation, on était à 25 000 en 25, on prévoit 22 000 en 26, c'est conforme au CFU de 2025, qui faisait apparaître une moyenne sur 6 ans à hauteur de 19 000 euros. Donc on a prévu 22. Les honoraires, donc les honoraires d'avocat. On a eu pour 55 000 en 2025. On prévoit 71 000 en 2026. C'est une dépense qui n'est pas négligeable, mais dans certains cas, je pense qu'il est préférable d'avoir un avocat, un homme de droit pour nous sortir de certaines situations.
Des rémunérations intermédiaires, on était à 21 000, on met 25 000. Les télécoms, on était à 55 000, on passe à 49 000 parce qu'on a fait le choix de passer sous IP. Donc ça va nous minimiser le coût. Les frais de gardiennage, on passe de 19 000 à 22 000. Les rémunérations principales, alors la rémunération principale des agents, elle était 2 525 750 euros en 2025. Elle subit une augmentation de 2,45% et nous estimons que nous aurons une rémunération principale à hauteur de 2 587 664 euros. C'est principalement dû, la GVT à elle seule prend 2% là-dessus. Je ne vous dirai pas la GVT parce que vous savez tout ce que ça veut dire. La rémunération des non-titulaires, vu ce qui s'est passé en 2025, on a quand même dépensé 911 200 euros. On prévoit 1 041 001 euros. On a voté un poste volant, entre autres, lors du dernier conseil. Ça fait une augmentation de 129 000 euros. Les indemnités de chômage, on paye des indemnités de chômage, vous le savez, 10 000 euros. Les allocations de retour à l'emploi, on passe de 10 000 à 25 000. Les cotisations pour l'assurance du personnel, elle est pratiquement identique. On est à 263 100 euros, on a prévu 263 523 euros. La participation de la prévoyance, c'est une charge supplémentaire cette année, on ne l'avait pas puisque en 2026, la prévoyance est devenue obligatoire. Et on a, au terme des négociations qu'on a eues avec les représentants des agents et une fixation des barèmes en fonction des catégories, A, B et C, 50%, 60%, 70% de participation de l'employeur, on a inscrit une ligne de 45 000 euros. La participation à la mutuelle, bien, elle est de 13 000 euros, mais c'est parce que c'est le jeu de ce que je vous disais tout à l'heure, entre les 35 200 qu'on avait mis en 2025 et comme on a ventilé ces 35 200 en 2 postes. Donc sur la mutuelle proprement dite, on est à 13 000 euros. La cotisation sociale des élus, bien, elle baisse de 2 200 euros. La formation des élus, on a prévu 1 500 euros si vous voulez vous former demain. Les créances en non-valeur, on était à 500, on a prévu 1000. Les créances éteintes, on avait prévu 500, on a mis 1000. Les contributions obligatoires, c'est toujours... On avait 360 380 euros en 25, on prévoit 396 020 euros. C'est l'école Sainte-Marie principalement, ça fait une augmentation de 9,89%. Alors c'est pas que Sainte-Marie quand même, mais Sainte-Marie prend les 95%. Et puis on paye quelque chose aussi, qu'on reçoit mais on paye aussi pour les enfants qui sont scolarisés à l'extérieur de la commune. Donc on a une quote-part, nous on perçoit une quote-part mais on en donne aussi. La subvention de la fabrique, alors c'était, on avait 64 000 euros en 2025, on a prévu 20 000 euros en 2026. Les organismes de droit privé, c'est le projet scolaire, plus notre en stock, c'est les subventions. On était à 90 000 euros en 2025, on a fait une augmentation de 5 000 euros pour monter ce montant de subvention à 95 000 euros. Le prélèvement de la loi SRU, comme je vous le disais tout à l'heure, on était à 75 000 euros en 2025 et on n'a rien mis en 2026. Quant aux recettes, on est parti sur un remboursement de l'assurance du personnel. On était à 100 000 euros, on avait budgété à 100 000 euros en 2025. On est passé à 120 000 euros en 2026. Les recettes des cantines, on était à 280 000 en 2025, on estime à 300 000 en 2026. Les recettes de garderie, elles augmentent aussi, 160 000 en 25, 190 000 en 26, remboursement du personnel du CCS. Alors, vous savez, la convention qui nous lie avec le CCS, on était à 220 000, on a augmenté de 10 000 euros donc, sur la rémunération, le remboursement de personnel. On va passer à 230 000 euros.
l'attribution de compensation. Alors, on était assis, on l'a vu en commission l'autre jour, on était assis à 669 406 euros. Elle baisse à 644 466, c'est une régule de 2024 qu'on avait perçue. On avait perçu en 2025 26 380 euros. Et donc ça, c'était une régule, mais on ne l'aura pas, bien sûr, en 2026. Et on ne l'aura probablement que lorsqu'il y aura la clause de revoyure, il est indiqué dans le contrat qui nous lie avec la CLEC. Mais ça ne sera pas avant l'année prochaine, je crois, ou l'année après. Les impôts locaux, on a budgété 6 800 000 euros en 2026, en regard des 6 550 000 euros en 2025. Les droits de mutation, on avait budgété 350 000 euros et en 2025, on projette 370 000 euros en 2026, sachant qu'on a fait beaucoup plus en 2025. On a dû faire 470 000 en 2025. Mais on est toujours très prudent sur ce montant-là. On ne voudrait pas avoir de mauvaises surprises, il vaut bien en avoir des bonnes. La TLPE, on se base sur ce qu'on a perçu en 2025. Donc on avait prévu 90 au BP, on prévoit 85 85 000 en 2026. La dotation forfaitaire, eh bien, elle baisse. La DGF baisse. Elle était à 733 900 euros, elle est à 721 000 en 2026. Alors, si vous faites le calcul de toutes les dotations, on l'a vu lors du débat sur l'Europe, on est pratiquement équivalent, voire un peu plus, mais c'est pas cette dotation forfaitaire qui augmente, au contraire, elle est compensée par d'autres dotations. L'FCTVA, on avait 11 000 euros en 2025, on n'a rien mis en 2026 parce que la loi de finances n'est pas votée. La participation des communes, on avait reçu de 4 200 euros. Ça, c'est pour la fabrique. On va recevoir, ça c'est dans le dur, puisqu'on a le contrat, 32 000 euros en 2026. On a budgété, par contre, la loi de finances. Non, on a budgété par rapport à la loi de finances de 2026 sur la compensation au titre des exonérations et des taxes foncières bâties. On avait budgété en 25 182 000 euros et on prévoit en 2026 145 940 euros. Et en location des immeubles, on avait budgété 45 000 en 25 et on prévoit 65 000 en 26. Voilà les grandes lignes de ce que je pouvais vous dire. Je peux encore vous sous les chiffres. Les principaux investissements pour 2026. L'extension de l'école du Clos du Moulin, on le votera tout à l'heure, 1 165 000. La couverture, l'ascenseur, la peinture de la salle Léoté à hauteur de 490 000 pour remettre cette salle en conformité pour enfin pouvoir réutiliser les gradins qu'on ne peut pas utiliser aujourd'hui parce qu'ils sont pas, l'accessibilité n'est pas aux normes PMR, donc on est obligé de mettre un ascenseur. Les travaux dans les écoles à hauteur de 88 000 euros, des ballons de chaude dans les sanitaires de chaufferie du football, 25 000 euros. L'alarme du CCAS à hauteur de 20 000 euros. Le changement du chauffage dans les centres aérés, 18 000. On va faire des travaux sur l'église à hauteur de 14 800 euros. Les nettoyages et le démoussage du CCAS et de la mairie à hauteur de 14 500. Et la peinture des halls et des couloirs dans la salle Agnès Varda à hauteur de 13 000 euros. Quant au matériel, on prévoit 31 000 euros en informatique. Service propreté, 28 000 euros. Véhicule thermique pour le bâtiment, 18 000 euros. Pour le service bâtiment, 18 000 euros. Matériel service des sports, 12 000. Des stockers pour le rouleau de protection de la salle Léoté. C'est une demande des agents pour éviter des charges lourdes à porter et générer des problèmes. Donc ça... il y en a pour 11 000 euros et du matériel divers à hauteur de 10 000 euros. Quant à ce qui pourrait s'appeler du divers, on a toujours nos remboursements d'emprunt, c'est de l'investissement, mais ce montant baisse. Il était à 505 000 en 2025, il est à 490 000 en 2026. Des acquisitions foncières, on met toujours
On met toujours cette somme de 50 000 euros. C'est une règle qu'on s'est fixée, ça dure. Le remboursement du capital de la fabrique, on va rembourser 45 000 euros et ça pendant un certain nombre d'années, mais c'est de l'invest. L'étude de Centrebourg, on va encore investir 40 000 euros. La téléphonie sous IP, je vous en parlais tout à l'heure, on investit 14 900 euros et la réfection de l'allée de la filée vers le chalet à hauteur de 14 800 euros. Donc ça nous fait un montant d'investissement prévisionnel pour 2026 à hauteur de 2 616 943 euros. Si vous voulez des enveloppes d'investissement par service, il y a le scolaire, l'enfance jeunesse, la logistique. Donc on a fait ces 5 000 pour les écoles maternelles de la Tillelière de Clos, primaire et maternelle. L'enfance jeunesse, il y a les LSH, il y a les espaces jeunes, il y a tout ça. Ça représente 1 900, 1 500, 2 000. Un copieur sur la logistique à hauteur de 10 000 euros et du matériel quelconque qu'il nous faut quand même prévoir à hauteur de 5 000 euros. C'est ce calcul. Enfin, tout ceci fait une enveloppe de 96 200 euros en investissement d'enveloppe d'investissement par service. On a voulu débuter cette année cette façon de faire, d'attribuer de proposer aux services d'avoir une enveloppe et de se débrouiller avec une enveloppe, sachant que c'était à eux de la gérer, on n'interviendra pas dessus. Donc cette enveloppe, tout cumulé entre tous les services, elle est de 96 200 euros. Elle rentre dans les investissements, bien évidemment, de l'année 2026. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le prévisionnel de 2025 ? Les subventions aux associations, si vous voulez avoir le tableau, je peux vous le donner, mais je peux vous le passer. Mais les assos, comme je vous le disais, ça va s'élever à 95 000 euros. Dans les augmentations, les accompagnements que l'on fait, le plus gros, c'est Note en stock pour l'école de musique. On passe de 25 500 à 28 000 euros. Autrement, l'école Sainte-Marie, 5 154 à 5 386. C'est la contribution pédagogique. La PESOR, 300 euros. Le Columar, pour les écoles aussi bien maternelles que primaires de la commune, le Clos et la Tillelière, il y a des associations. Et au titre de ces associations, elles perçoivent des subventions. Après, on a dissocié les assos qui ont un caractère qui font une compétition et d'autres qui ne font pas de compétition. Et tout ça cumulé fait donc une somme de 95 000 euros, sachant que il est peut-être souhaitable de revoir certains critères, mais enfin bon, ça c'est autre chose. Donc si vous voulez un récapitulatif des 467 000 euros que l'on prévoit en investissement financé directement par la commune, la cuisine centrale 20 000 euros, le CCAS 350 000, donc vous savez qu'il y a 230 000 euros qui sont dus au personnel et la différence c'est pour le fonctionnement. Le ménage 2 500 euros, les assos 95 000 euros, ce qui nous fait un total complet de 467 000 euros. Et puis je crois que je vais m'en arrêter là si vous avez des questions. Voilà, après je peux vous passer l'encours de la dette et puis l'encours de la dette et puis l'endettement par habitant. L'endettement par habitant, je l'ai noté quelque part. Aujourd'hui, il est de 542 euros par habitant. Je savais bien. Ben voilà. Je voulais mettre un peu de sourire dans les chiffres. Donc 542 euros par habitant pour une commune de même strate, donc entre 5 et 10 000 habitants comme on est nous aux Sorinières. Pour une commune de même strate, la moyenne était à 768 euros. Putain, j'ai fait la même différence. Donc nous on est à 542, la strate est à 768. C'est une indication qui n'est pas négligeable. À prendre en compte et la capacité de désendettement aujourd'hui elle est de 3 années, on l'a vu 3 années 30, mais ça on l'a présenté lors du DOB et du ROB du mois de janvier, puisque c'était au mois de janvier. Et l'encours de la dette, eh bien il baisse, je vous dis il était de 500 000 euros en 2025, il est de
490 000 en 2026. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pour une dernière, quand même. Je vous aurais manqué. Ah ouais, quand même. Je vais vous le dire comme les années précédentes. On aurait bien aimé être associé beaucoup plus que ça. Ça fait la 6e fois. Bon, il ne faut pas les louper quand même. Je connais votre réponse déjà. Mais bon, c'est normal. Voilà. Juste sur... on ne va pas rentrer trop dans les détails. Hein, juste sur le budget de fonctionnement, on a quand même globalement, on constate des dépenses de fonctionnement qui augmentent 2 fois plus vite que nos recettes. Donc on a petit à petit l'effet ciseau qui se voit apparaître. Hein. On ne va pas refaire le débat d'orientation budgétaire sur la trésorerie, l'alerte qu'on avait remontée sur la consommation de la trésorerie. On ne voit pas dans le budget comment on va la reconstituer. Donc là, c'est vos choix, pas forcément les nôtres. Mais voilà, c'est important de le dire, qu'il faut être très vigilant par rapport à ça. Je le redis par rapport à tout à l'heure, c'est la même chose. Deuxième point, on parlait des ratios tout à l'heure sur les ratios de dette. Par contre, on a un ratio qui est important de souligner aussi, c'est qu'on a une dépense brute d'équipement par habitant qui est à 147 €. Et les communes de même strate sont à 413. Donc on vous a fait des remarques sur l'investissement, sur le débat d'orientation budgétaire. Ce ratio-là le confirme, ce manque de notre point de vue qui est important. Voilà. Je peux... Tu veux répondre? Alors, je vais vous faire la même réponse. Vous participez au budget, mais vous ne l'auriez pas voté. Alors, franchement, c'est... non, mais c'est la réponse qu'on se fait à chaque fois. C'est pas grave. Sur les autres marques, vous avez raison. Vous verrez on va vous proposer un BP d'investissement sur... sur ouais, vous verrez. J'arrive jamais à trouver le terme. En fait, la différence que l'on prévoit en investissement par rapport aux recettes, la différence, elle est importante, et cette différence, justement, on veut la consacrer à se refaire de la trésorerie pour éviter de tout dépenser. Mais ça, c'est une manip, mais vos remarques sont normales puisque vous les aviez déjà faites. Et l'effet ciseau, on l'avait noté la dernière fois, il apparaît sur un graphique, on ne va pas le nier. Effectivement, il faut être vigilant. Il faut être vigilant dessus. Je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Tu veux, Bruno? Pour répondre à David sur la question d'investissement, l'investissement, il ne faut pas le mesurer qu'à l'échelle d'un exercice, il faut le mesurer aussi à l'échelle d'une mandature. Et quand on voit tous les projets qui vont arriver, on peut dire qu'on a un niveau d'investissement assez conséquent à venir. Moi, je voulais mettre quelques mots sur cette succession de chiffres. Je ne parle pas assez fort, non? Ou assez près du micro, c'est ça? Là c'est mieux. Ah, ok, ça va. Bon. Je vais mettre quelques mots sur cette succession de chiffres. Bon, parfois on s'y perd un peu, même si c'est présenté de manière très détaillée, précise et pertinente. Pour dire que le budget présenté aujourd'hui s'inscrit dans un contexte particulièrement exigeant pour les collectivités territoriales, vous le savez. Jamais depuis plusieurs années, les marges de manœuvre des communes et intercommunalités n'ont été aussi contraintes. L'État continue, hélas, de faire peser sur les collectivités locales une part croissante de l'effort de redressement des finances publiques, tout en maintenant, voire en augmentant les charges qui leur incombent. Face à cette réalité, nous refusons toute posture de renoncement ou de gestion à courte vue. Les orientations budgétaires proposées traduisent un choix politique clair: assumer nos responsabilités, protéger les finances de la collectivité, continuer à investir pour l'avenir de notre commune. Oui, les contraintes sont fortes. Oui, ça a été dit, les recettes évoluent moins vite que les dépenses subies.
Mais c'est bien dans ce contexte que nous faisons le choix d'une gestion budgétaire maîtrisée, sans pour autant renoncer à une forme d'ambition politique. Les orientations présentées dans ce budget traduisent une volonté et un chemin pour garantir la soutenabilité de notre trajectoire budgétaire et donc maintenir notre capacité à agir au service de notre commune et ses habitants. C'est dans ce cadre que nous affirmons nos priorités, caractérisées par le maintien d'un service public de qualité, accessible à tous. En matière d'investissement, notre majorité fait le choix d'un projet ambitieux mais réaliste, pragmatique et déterminé pour continuer à préparer notre avenir malgré un contexte, je l'ai dit, défavorable. Ce budget n'est pas un catalogue de promesses, mais un document de vérité fondé sur la réalité de la situation financière de la commune. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Alors, avant, on va passer quand même à laisser la parole à Sylvie, quand même, pour le vote du budget vert. Merci, bonsoir à toutes et tous. Est-ce qu'on affiche peut-être le tableau du budget ou pas? Vous ne l'avez pas? Moi, je l'ai, je vais pouvoir vous le... Ah, pardon. Ouais, alors, ouais, ça va, voilà. Donc le budget pour le budget vert pour 2026 est de 90 800 €. Il est réparti sur différents axes. Il y a 3 actions qui concernent la reconquête de la biodiversité et l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire l'opération Un enfant, un arbre, le dispositif plantation d'arbres et la régénération du bois Hippolyte Derouette. Il y a 4 actions qui sont ciblées sur l'économie des ressources et la transition énergétique, dont le dispositif récupérateur d'eau pour inciter à diminuer les consommations d'eau, la poursuite du passage en LED pour favoriser la sobriété énergétique, la part importante d'électricité verte, et l'achat de matériel informatique reconditionné pour pouvoir réduire notre empreinte écologique. Voilà donc la répartition des dépenses qui sont prévues pour 2026. Le budget 2026, comme l'a dit Jean-Claude, porte de gros investissements, la rénovation de l'école du Clos du Moulin, les travaux de la salle GOT, qui ne sont pas fléchés directement sur ce budget vert. Pourtant, ils contribuent bien à l'amélioration des performances énergétiques en lien avec le décret d'Hersière, qui demandera des investissements importants sur les années à venir, on le sait. Et en fonctionnement, tu l'as aussi dit Jean-Claude, il y a le changement des chauffages au centre aéré et les nouveaux ballons d'eau chaude du stade qui vont sans doute aussi contribuer également à réduire nos consommations d'énergie. Donc ils n'apparaissent pas dans le budget parce que c'est des dépenses de fonctionnement, mais pourtant ils influent bien, ils impactent bien notre budget vert. Voilà, donc, je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques. J'en profite, pas fini. Si. C'était juste, voilà, puisque c'est le dernier conseil municipal des Sorinières vertes et solidaires, je souhaitais partager avec vous un questionnement sur les politiques publiques et puis plus largement sur notre rapport à la nature. Alors partons de l'actualité, de la puissance de la nature avec les inondations et les crues records qui mettent en grande difficulté des milliers de foyers depuis plusieurs semaines. Alors, les causes du dérèglement du cycle de l'eau, elles sont bien connues et largement relayées par les scientifiques. Et pourtant, qu'allons-nous collectivement en tirer comme leçon pour adapter notre trajectoire? On connaît bien les effets néfastes de l'intervention humaine sur les écosystèmes et notre emprise croissante sur l'environnement. L'utilisation massive des pesticides qui polluent nos sols, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, le pillage et le gaspillage des ressources naturelles pour nos pratiques consuméristes, la déforestation, l'artificialisation massive des sols, la menace qui en découle d'extinction de plus d'1 million d'espèces affaiblissant considérablement la biodiversité. La liste est longue, je m'arrête là. Et pourtant, la défense du climat et de l'environnement se retrouve piétinée dans le chaos politique actuel et disparaît des priorités du débat public. Victime d'une série de renoncements, alors des renoncements assumés, tels que l'assouplissement des normes environnementales, le rétropédalage sur l'interdiction des pesticides, sur la ZAN, la réduction de l'artificialisation des sols, la fragilisation récente et inquiétante de l'ADEME et de l'Office de la biodiversité,
C'est vraiment une réelle attaque des outils de politique publique. Alors le renoncement politique à l'écologie est-il une option viable pour l'habitabilité de la Terre? Alors on sait, oui on sait, mais on continue. Qu'est-ce qui fait qu'on en soit arrivé là, donc à l'échelle, pas à l'échelle des Sorinières évidemment, hein, là on est dans une autre échelle. Le déni, les arcanes du pouvoir et de l'argent, le court-termisme. Le grand défi de l'écologie aujourd'hui est déjà de sortir de la caricature qui en est faite. Alors les bobos écolos, les amiches, les écoterroristes, les idéalistes perchés, les prophètes du malheur, ces termes imposés dans le débat public et dans certains médias font du mal pour plaider une politique écologique au service du plus grand nombre, qui se doit nécessairement être juste et solidaire pour être désirable et faire société. Il est peut-être nécessaire aussi de se re-questionner collectivement sur le but de l'écologie. On entend parfois « pour sauver la planète ». La Terre n'en a que faire de se réchauffer. Elle a connu plusieurs glaciations et surchauffes. Elle a connu 5 extinctions de masse. Elle s'en est toujours sortie et a retrouvé un équilibre. Par contre, l'espèce humaine, elle est beaucoup plus fragile. Et pourtant, elle persiste à nier la force et la puissance de la nature qui agit comme un régulateur depuis des milliards d'années. Le problème majeur ne serait-il pas là, notre rapport à la nature qui est devenu complètement altéré, à vouloir toujours la dominer, coûte que coûte, la dompter et l'exploiter, alors que nous en sommes un des éléments? N'a-t-on pas oublié de lui faire preuve de modestie, ce qui nous a ainsi éloignés du bon sens? La nature est infiniment plus puissante que nos interventions, comme en témoignent les inondations actuelles. Elle nous astreint à beaucoup d'humilité, et c'est peut-être ça qui s'impose maintenant pour espérer renverser la tendance, avancer en symbiose avec les forces de la nature, avec notre intelligence collective, alors celle qui est 100% humaine, et surtout en toute humilité avec elle. Voilà. Donc s'il y a des interventions ou des commentaires. Merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? On passe au vote. Jean-Claude, je te donne la main. Non, oui. Donc, excusez-moi. Le dossier du le budget prévisionnel 2026 a donc été présenté en commission finances le 12 février 2026. Donc, je vous propose d'adopter un budget primitif pour 2026 en fonctionnement qui s'équilibre à un montant de 11 930 258 € et un budget primitif pour 2026 en investissement qui est en suréquilibre de 1 283 331 €. En dépenses, il est donc prévu 2 869 049 € et en recettes 4 152 380 €. Donc je vous propose d'adopter cette proposition et d'autoriser Madame le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui vote contre? 4. Qui s'abstient? 2. Qui vote pour? Je vous remercie. Je continue? Eh bien oui, tu continues. Donc le point 6, c'est la révision de l'autorisation de programme de crédit de paiement de l'APCP pour l'extension du périscolaire de l'école de la Tillelière. Alors, vous vous souvenez pas, mais c'est pas ce qui est le plus important. On avait voté un APCP à hauteur de 440 000 € TTC pour la réalisation de cette extension. Vu les factures que nous avons reçues et tout ce que nous avons payé jusqu'à présent, plus une dernière facture qui nous est arrivée en 2026, et c'est la raison pour laquelle on est obligé de faire cette modification. Il manquait une facture de 360 €. Vous me direz, sur un tel montant, ça paraît ridicule, mais il faut qu'on soit pile poil sur les chiffres. Donc, si on additionne toutes ces dépenses, eh bien, les dépenses s'élèvent à 366 077 0,54 € TTC en regard des 440 000 € TTC qu'on avait prévu. Donc ça fait un montant à la baisse, une différence de 73 922,46 €, ce qui est quand même pas négligeable. Ça montre que quand
On peut voter des enveloppes et c'est pas open bar et on est en dessous quand on fait les comptes. Donc je vous propose de voter cette modification de l'APCP qui a été présentée en commission du 12 février 2026. Donc une diminution de 73 922 euros et de porter l'APCP à hauteur de 366 077,54 euros. Avez-vous des questions ? Donc, je vous propose d'adopter cette proposition de décider la modification de l'APCP pour l'extension du périscolaire de l'école de la Tillelière et d'autoriser Madame le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui vote contre, qui s'abstient, 2, qui vote pour. Je vous remercie. Et donc, le point 7... J'en continue. Le point 7, c'est la création de l'autorisation. Alors là, ce n'est pas une modification, c'est la création de l'autorisation de programme et de crédit de paiement pour l'extension de l'école primaire du Clos du Moulin. Donc, vous savez qu'on ne peut pas engager quoi que ce soit si on n'a pas voté cet APCP. La ville des Sorinières s'est engagée dans l'exécution de l'extension de l'école élémentaire du Clos du Moulin pour un montant de 2 523 840 euros TTC plus les options pour 60 600 euros, pardon, TTC, soit 2 584 440 euros TTC, selon l'avant-projet définitif voté le 13 novembre 2025. La maîtrise d'œuvre, c'est un pourcentage de la somme qui est égal à 8,80% du montant hors taxe d'émission de base et 2,14 pour l'émission complémentaire, soit 281 412,72 euros TTC, incluant le forfait définitif. Une enveloppe divers pour couvrir les frais du coordinateur SPS, du contrôleur technique et des frais liés à la publication des annonces légales est prévue à hauteur de 50 147,28 euros TTC. Et des paiements ont déjà été réalisés sur le budget 2025 de la ville. On l'a vu tout à l'heure, je vous en ai parlé. Il convient donc de reprendre ces montants pour valoriser la PCP. Donc l'autorisation de programme dans sa globalité est de 2 916 000 euros TTC. Les travaux immobiliers à hauteur de 2 584 440 euros TTC. La maîtrise d'œuvre, 280 412,72 euros TTC. Le divers, 50 147,28 euros TTC. Les crédits de paiement 2025, on l'a vu tout à l'heure, TTC 105 499,20 euros. Les crédits de paiement pour 2026, c'est ce qui engage le budget prévisionnel à hauteur de 1 197 020 euros TTC. Et les crédits de paiement pour 2027 à venir à 1 613 480,80 euros TTC. Et ce dossier a été présenté en commission finance du 12 février. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? La question, c'est quelle est l'urgence de le voter, cet APCP, puisque, si je ne m'abuse, on a une ouverture des plis de l'appel d'offres la semaine prochaine, de mémoire. Donc, potentiellement, les montants vont évoluer. Pourquoi le voter maintenant et pas attendre l'ouverture des plis et voter quelque chose de définitif, puisque potentiellement, on sera amené à le modifier suite à l'ouverture des plis. Ça nous permet de voter une enveloppe et puis de les rajuster ensuite si nécessaire. Mais on est dans la politique où de toute façon il faudra faire moins ou pas plus que ce qu'on a prévu. Donc on va rester sur... Moi je vous propose cette base-là. Ça ouvre l'enveloppe, ça ne veut pas dire qu'elle est complètement définitive, bien évidemment, puisqu'on a une commission mardi prochain, si je ne me trompe pas. Et donc on verra. Mais on aura au moins ouvert l'autorisation de programme et le crédit de paiement, si on a des frais. Moi, ça ne me choque pas de créer une enveloppe, même si on l'a fait pour d'autres projets. Pardon ? Ouais, mais bien sûr. Non, mais on a une continuité dans nos réponses, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous propose cette somme-là.
effectivement, votre question, on peut la recevoir, mais c'est pas celle qu'on a c'est pas l'option qu'on a choisie, si ça vous ennuie pas. Avez-vous d'autres questions? Eh bien, je vous propose de passer au vote sur ce dossier qui a été présenté en commission finances le 12 février 26. Et je vous propose d'adopter cette proposition d'APCP, telle que je vous l'ai énoncée, décider la création d'une autorisation de programme pour l'extension de l'école élémentaire du Clos du Moulin et autorise Madame le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc vous êtes 6. Qui vote pour? Je vous remercie. Allez, on te libère un petit peu. Donc le point 8, le renouvellement de la convention. Monsieur Kaito. Non, je suis censé vous présenter la convention avec l'association Note en Stock que vous avez eu sur table et rappeler ce qu'est l'objet de cette convention au travers aussi de ce qui est proposé par cette association qui a pour objectif de promouvoir toutes les activités conduisant à la connaissance et à la pratique de la musique, notamment. Proposer des cours d'instruments divers et chants à tarif abordable au plus grand nombre, avec des cours qui sont dispensés par des enseignants professionnels qualifiés. C'est l'association qui a le plus de salariés, 6 salariés pour dispenser les cours, ce qui est beaucoup et ce qui génère une difficulté certaine en termes de management notamment. Donc toujours comme objectif, favoriser l'éveil des élèves à la musique et au chant. 84 élèves sur l'exercice écoulé 2025, notamment favoriser le lien social et maintenir et développer la participation de l'association à la vie communale. La convention pluriannuelle établie entre la ville des Sorinières et l'association Note en Stock doit être renouvelée à compter du 1er janvier 2026 et pour une année. La municipalité octroie à l'association une subvention à hauteur de 28 000 € sur l'année 2026, mais aussi à disposition des locaux qui sont vieillissants et pour le moins inappropriés. Et ce dossier a été présenté à la commission finances du 12 février 2026. Voilà, en quelques mots pour résumer cette convention que vous avez donc sur table. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions, mais plutôt une intervention. On sait que cette association est vitale pour la découverte de la musique pour les enfants. On est tous au courant autour de cette table que cette association est en difficulté. Elle a effectivement une vue sur ses réserves financières un peu limitée et il y a vraiment des questions à se poser sur la pérennité de cette association qui est utile, qui est nécessaire, qui est essentielle. Et je pense que effectivement pour la suite de cet assaut, il va falloir mettre des moyens. Les locaux, c'est une chose. La pérennisation de leurs salariés pour qu'ils puissent dispenser des cours de qualité est essentiel également. Voilà. Donc qu'est-ce qui à terme est envisagé? Est-ce qu'il y a des choses de prévues? Voilà. Merci pour ton intervention, Hervé. Je partage totalement ce que tu viens de dire. Cette association joue un rôle important pour l'accès à la pratique musicale, à l'éveil musical, tout en sachant que l'accès pour les Sorinièrois aux écoles de musique avoisinantes, que ce soit sur Vertou, sur Rosé ou ailleurs, c'est quasiment inaccessible. J'ai fait l'expérience et vous aussi peut-être. Il n'y a pas de place. Les places sont réservées en priorité, bien évidemment, aux habitants. Donc il est quasiment impossible d'envisager une pratique musicale en dehors de la commune. Donc effectivement, il est vital d'assurer la pérennité de cette association.
en termes de pérennité, oui, si les réponses ne sont pas apportées, ce sera de la responsabilité de la future majorité qui sera aux affaires à l'issue du 15 mars, faire les choix. Le choix, il est simple. Soit on exprime la volonté de maintenir cette école de musique, soit effectivement, je pense que on les a rencontrés hein, avec toi, Patricia, Jean-Claude aussi, donc on est tout à fait au fait des choses. Et c'est vrai que les perspectives, elles sont à très court terme, pas au-delà de 4 ans. Et donc, si on veut apporter une réponse, ça passe dans un premier temps par des locaux qui soient effectivement adaptés, qui puissent leur permettre d'assurer un recrutement plus important en termes d'adhérents, parce que là, ils sont limités, ils stagnent, qui puissent leur permettre aussi de pérenniser leurs salariés avec une augmentation de salaire, parce que là, les salaires qui sont proposés sont 10% en deçà de ce qui peut être proposé au sein des autres écoles de musique. Donc, bien évidemment, ça n'invite pas à rester sur la commune pour pratiquer cet enseignement musical. Donc, c'est une vraie question, une vraie problématique. Et ça sera de la responsabilité de la future majorité. Et moi, je souscris à l'idée que, bien évidemment, il est très important de maintenir cette école, de soutenir les bénévoles qui font un travail absolument extraordinaire. Sol, le département s'est désengagé notamment en termes d'accompagnement de tout ce qui concernait la gestion des salariés. Donc, ils font un travail très important en la matière. Je rappelle, c'est 6 salariés. Ils sont aussi sur une orientation qu'on ne peut que partager et souscrire. Et là, je regarde Cathy Rio qui est tout à fait au courant de la situation et des perspectives en la matière sur une politique inclusive. Donc, ils ont recruté aussi un professeur pour faire en sorte d'accueillir des personnes en situation de handicap pour accéder à une pratique musicale. Donc il y a une véritable orientation qu'on ne peut que soutenir en tant que collectivité. Donc j'espère je souhaite personnellement qu'à l'issue du 15 mars, quelle que soit la majorité qui sera en place, elle permettra d'assurer la pérennité et le soutien de cette association. C'est juste pour compléter ce que vient de dire Hervé. Enfin, nous, on souscrit tout à fait à ce qui est dit. Moi, je trouve que ça fait débat, c'est crispant de plus en plus. On l'a déjà eu en commission finance la dernière fois. Moi, je m'interroge parce que du coup, ça apporte une vision comptable. Et je trouve qu'on pourrait peut-être, ça aurait pu être débattu en commission culture. C'est un autre espace. Voilà. Je trouve que ça aurait eu du sens. Après, vous avez rencontré, vous le dites, hein, il faut soutenir, vous avez rencontré l'équipe, c'est très bien. Mais je trouve que ça devient crispant à chaque fois. Je trouve que en débattre en conseil municipal, ouais, je pense que ça aurait été bien qu'on en parle plus longuement dans cet espace de commission culture. Ça aurait été intéressant. C'est mon avis et ma vision. Pourquoi pas, je souscris à l'idée et je souscris aussi à la réflexion sur le principe que ça devient anxiogène cette affaire. Ça génère une inquiétude par rapport à une situation qui évolue pas de manière positive et on connaît les causes qui génèrent les conséquences de la situation actuelle de cette association. Donc je réitère ce que j'ai dit, hein, à charge en termes de responsabilité à la future équipe qui sera en place à compter du 15 mars de faire les bons choix pour apporter les bonnes réponses et puis continuer dans le soutien à cette association. Donc, je vous propose d'approuver la convention avec l'association Notre Stock et d'autoriser Madame le maire à signer ladite convention qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, qui s'abstient, je recommence, une abstention, c'est ça ? Deux abstentions, autant pour moi, 2 abstentions, qui est pour ? Alors, le point 9, le renouvellement du projet éducatif du territoire. Madame Toumazeau. Bonsoir.
Donc, le PEDT, projet éducatif de territoire, comme vous le savez, la commune mène depuis plusieurs années une démarche éducative globale en faveur des enfants, des jeunes et des familles. Afin de garantir une cohérence d'ensemble de ces politiques, la commune a fait le choix de s'engager simultanément sur le renouvellement du PEDT et celui de la convention territoriale globale. Le PEDT 2025-2028 s'articule donc autour de 5 priorités. Favoriser la relation aux familles et à la coéducation. La participation des jeunes. L'inclusion et la solidarité. La qualité et la sécurité de l'accueil. Ainsi que la santé mentale et l'environnement et numérique. Le PEDT arrivant à échéance, son renouvellement est proposé pour la période 2025-2028. Ce dossier a été présenté en commission enfance-jeunesse le 27 janvier 2026. Vous avez des questions, des remarques ? Non ? Parfait. Je vous propose d'approuver le PEDT 2025-2028 et d'autoriser Madame le maire à signer le renouvellement du PEDT avec la CAF et l'Éducation nationale. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Et le point 10, donc, c'est la convention territoriale globale. Donc, je te redonne la parole. Donc, la CTG, convention territoriale globale, est une démarche qui vise à construire un projet de territoire pour maintenir et développer les services aux familles à partir d'un diagnostic partagé. Pour la période 2026-2030, la CTG définit les priorités d'action de la commune des Sorinières en matière de petite enfance, enfance-jeunesse, parentalité, handicap et accès aux droits en lien avec la CAF. Elle vise notamment à garantir un accueil de qualité pour la petite enfance, favoriser le bien-être et l'engagement des jeunes, accompagner l'augmentation du nombre de familles et renforcer les synergies locales. Le plan d'action s'articule autour de 4 axes. Mieux vivre ensemble, penser l'avenir, coéduquer et le service public de la petite enfance. C'est un dossier qui a été présenté en commission mixte enfance-jeunesse le 27 janvier 2026. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Oui, Nathalie. Nathalie, oui. Non, juste une remarque. On ne peut qu'appuyer le renouvellement de cette convention au vu de l'arrivée des nouvelles familles aux Sorinières, des besoins, que ce soit pour le bien-être des enfants, l'accompagnement, le soutien à la parentalité. Après, c'est vrai que quand ça a été exposé en commission, on a eu le dossier la veille, donc on n'a pas eu le temps de bien le lire en entier. Mais il y a quand même 70 actions au total de proposées. Ils n'ont pas été toutes énumérées. Moi, je m'interroge juste sur quels moyens on va donner pour que toutes ces actions puissent être mises en place. Et aussi des moyens humains, comment les services vont être soutenus. Parce que, par exemple, par rapport au relais petite enfance, il y avait un guide d'accueil qui devait être réalisé sur tous les modes d'accueil aux Sorinières. Et sur le dernier projet, ça ne s'est pas fait. Donc voilà, quels moyens vont être donnés ? Alors effectivement, tu as entièrement raison. Il va falloir des moyens humains, financiers et tout. Mais là, pour l'instant, on n'y est pas encore. C'est vrai qu'il va falloir le faire. Il va falloir qu'on y réfléchisse. Mais c'est évident que ça va peut-être être une réorganisation du service. Ça va être peut-être des moyens financiers. Enfin, pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour en parler et pour donner des axes très précis. Oui. Il y aura peut-être aussi des priorités à donner sur toutes ces actions au vu des besoins des familles, en fait. Quel type de famille on accompagne en priorité.
Et par rapport aux jeunes aussi, on parle de la santé mentale. Enfin voilà, qu'est-ce qui est les priorités à donner? Et c'est vrai qu'il y a des priorités à donner, ça c'est évident avec les familles que l'on a maintenant qui sont arrivées sur les Sorinières. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Merci. D'autres questions ou remarques? Non. Très bien. Je peux quand même ajouter que ce travail, on l'a... Enfin, nous, on a été en tout cas associés, quelques élus, en tout cas de la majorité, ont été associés avec les services et avec la CAF pour travailler ce nouveau dossier. Donc, c'est sûr qu'on en est très conscient. On sait très bien les moyens qu'il va falloir mettre derrière. Donc, on attend le bon moment, en tout cas, pour intervenir sur ce sujet. Mais en tout cas, on est tout à fait conscient des moyens qu'il va falloir travailler. Et c'était en tout cas c'était des moments très riches avec le personnel de travailler sur ce projet. Donc, je vous propose d'autoriser Madame le maire à signer le renouvellement de la CTG avec la CAF. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dernier point concernant, le point 11, le renouvellement du projet de fonctionnement. Merci. Alors, le relais RPE, c'est Relais Petite Enfance. Je vous propose le renouvellement du projet de fonctionnement du Relais Petite Enfance établi entre notre commune et la Caisse d'allocation familiale de Loire-Atlantique. C'est un renouvellement qui est prévu pour la période 2026-2030 et qui constitue le cadre d'action du RPE pour 5 ans. Il vise à informer et accompagner les familles, soutenir les professionnels de l'accueil individuel dans leur pratique et leur professionnalisme, et renforcer l'attractivité du métier d'assistant maternel. Ce projet a pour objectif de consolider et adapter le service aux besoins du territoire, sous réserve des moyens humains et financiers mobilisables. A été soumis à validation par la CAF. C'est un dossier qui lui aussi a été voir en commission enfants-jeunesse du 27 janvier 2026. Questions, remarques? Ok, donc je vous propose d'approuver le projet de fonctionnement 2026-2030 du RPE et d'autoriser Madame le maire à signer tout document adhérent qui est afférent, exact, excusez-moi. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci à vous tous. Le point numéro 12, Monsieur Charrier, la participation de l'employeur à la mutuelle des agents. C'est un point qu'il faut, non pas qu'il faut régler, mais qu'il faut aborder dans la mesure où, comme on a géré le problème de la prévoyance pour 2026, il nous faut aborder maintenant le problème le dossier de la mutuelle. Et cette mutuelle, certaines dispositions ont été prises suite aux négociations au niveau national avec les partenaires sociaux. Donc, à date, la participation minimale des employeurs territoriaux en matière de frais de santé à compter du 1er janvier 2026, nous on a un décalage, s'établit à 15 € par agent et par mois, soit 50% du montant de la référencée fixé à 30 €. Les enjeux sont donc multiples, mais c'est un peu le même discours qui avait été pris pour la prévoyance. C'est une couverture complémentaire des frais de santé pouvant découler de la situation de la maladie, en fait tout ce qui est inhérent à la santé. Dans l'attente de l'entrée en vigueur des contrats collectifs de frais de santé proposés par les centres de gestion et de la région de Pays de Loire, la collectivité participe déjà, parce qu'on a anticipé, et ça c'est pas depuis notre mandature, mais c'était fait bien sur la précédente, donc il faut remercier les élus de la mandature précédente à la nôtre. La collectivité participe déjà financièrement à la cotisation frais de santé de ses agents dans le cadre de la labellisation. Donc, moyennant le fait que les agents prenaient des mutuelles labellisées.
cette participation était de 20 € pour les catégories C, 15 € pour les catégories B et 10 € pour les catégories A. Il nous faut maintenant, au regard des dispositions qui ont été prises, passer au moins tous les agents minimum à 15 € dans la condition d'avoir une mutuelle labellisée. Hein, la participation minimum étant de 15 € à compter du 1er janvier 2026, il convient donc d'attribuer 15 € par mois pour les agents de catégorie A à condition d'avoir une mutuelle labellisée. Pourquoi ? Parce que nous étions à 10 € pour les catégories A. Il n'y a que 7 catégories d'agents au sein des surinières qu'il nous faut modifier. Donc il faut passer cette participation de 10 € à 15 €. La catégorie B, elle ne changera pas, elle restera à 15 €. Et pour la catégorie C, il est bien évident qu'on ne va pas baisser de 20 à 15, on va la laisser à 20. Ça serait le comble qu'on baisse. Donc, il vous est proposé d'accepter la participation de 15 € pour les agents de catégorie A ayant une mutuelle labellisée. Ce point est important, hein, parce qu'à un moment donné des discussions, il était question d'avoir un système obligatoire comme peut l'être la prévoyance et se poser le problème des agents qui avaient un conjoint qui avait une mutuelle. Ils se retrouvaient avec 2 mutuelles, sachant que la disposition qui permet de faire rembourser la différence de la première mutuelle par la deuxième, tout le monde ne la connaît pas et tout le monde ne la pratique pas. Mais là, cette disposition a été éliminée, moyennant le fait que ce soit les agents qui veulent avoir cette participation prennent une mutuelle labellisée, telle que c'est aujourd'hui, puisqu'il y a un certain nombre de mutuelles qui le sont. Donc, on vous propose d'accepter cette participation de 15 € pour les agents de catégorie A ayant une mutuelle labellisée donc, pour le risque santé. Avez-vous des questions ? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie. Et le point 13, création de postes. Alors, comme l'administration nous a facilité un peu la tâche, on n'est pas obligé de faire une création de poste et une suppression de poste, donc on va gagner un poste, ou du moins une délibère. C'est la création d'un poste d'adjoint d'animation principale de première classe à temps complet et pour les besoins du service enfant jeunesse et dans le cadre d'un avancement de grade. Donc c'est dans ce cas-là, hein, c'est pas une création, c'est pas un emploi supplémentaire, c'est un avancement de grade. Il est proposé la création d'un poste d'adjoint d'animation principale de première classe à temps complet à partir du 1er avril 2026. Et donc par conséquent, le poste d'adjoint d'animation principale deuxième classe existant sera supprimé. Donc je vous propose d'accepter cette proposition, de décider de créer un poste d'adjoint d'animation principale de première classe à temps complet à compter du 1er avril 2026 et de le supprimer le poste d'adjoint d'animation principale de deuxième classe. Avez-vous des questions ? Eh bien, nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie. Et le dernier Et point. le dernier point, c'est le même que le premier, à la différence près que le premier était un temps plein et là c'est un temps non complet. Donc pour les besoins de la service enfant jeunesse et dans le cadre d'un avancement de grade, il est donc proposé la création d'un poste d'adjoint d'animation principale de première classe à temps non complet, 32 heures à compter du 1er avril 2026. Par conséquent, le poste d'animation principale deuxième classe est donc supprimé. Donc je vous propose d'accepter cette proposition, de décider de créer un poste d'adjoint d'animation principale de première classe à temps non complet 32 heures à compter du 1er avril 2026 et supprimer le poste d'adjoint d'animation principale de deuxième classe. Avez-vous des questions ? Eh bien, je vous propose de voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie. Merci. Ce conseil est donc fini. Je vais conclure ce conseil, mais avant, je vais laisser la parole à Monsieur Caïto et je prendrai la parole ensuite. C'est avec émotion que je prends la parole une dernière fois dans cette salle du conseil municipal où je me suis si souvent exprimé. Candidat aux élections municipales de 1995, puis élu en 2001 sur la liste de Christian Couturier, je referme aujourd'hui plus de 30 ans d'engagement politique au service de la commune et de ses habitants. Partir d'un idéal, celui de la République sociale, pour aller vers le réel, c'est ce qui m'aura animé tout au long de ces années. Le réel,
Pour citer quelques exemples, c'était notamment le dispositif premier départ en vacances pour celles et ceux qui n'étaient encore jamais partis, la convention culture et solidarité pour les publics éloignés de la culture, l'accès aux loisirs, la pratique sportive. Nous avons tant fait pour les personnes en situation de précarité. Alors, il m'appartient de remercier les agents qui m'ont accompagné tout au long de ces années, de louer bien évidemment leur conscience professionnelle et leurs conseils souvent avisés. Il m'appartient de remercier les habitantes et les habitants de cette commune pour leur confiance, souvent renouvelée, parfois exigeante, pour les échanges partout où c'était possible, dans la rue, sur le marché, le stade, les réunions publiques, les attentions pour les actions engagées, les critiques aussi, souvent utiles. Vous m'avez rappelé sans cesse que l'engagement n'est pas une fonction abstraite, mais au service de vie bien réelle. Je veux aussi remercier celles et ceux qui ont siégé à mes côtés, majorité et minorité. Pendant toutes ces années, nous n'avons pas toujours été d'accord, et c'est heureux, en fait. La démocratie locale se nourrit de débats contradictoires. Et puis, un dernier remerciement adressé à ma famille. On parle souvent du temps donné par l'élu, on parle moins du temps accepté par les proches. À vous, je dois plus qu'un merci formel. Je vous dois de la reconnaissance, de la patience, parfois du pardon. Ce soir, je ne referme pas cette longue parenthèse de ma vie avec amertume. Je la referme avec émotion, avec les vers du poème d'Éluard qui m'est si cher. Comprenne qui voudra. Moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable, son regard d'enfant perdu, celle qui ressemble aux morts, qui sont morts pour être aimés. Merci. Pour ma part, je souhaitais clôturer ce dernier conseil du mandat. Et à cette occasion, je souhaite revenir sur un défi majeur que nous avons relevé collectivement. La maîtrise de notre budget communal dans un contexte économique et social particulièrement exigeant. Ces dernières années, nous avons toutes et tous été confrontés à ces incertitudes, à des restrictions budgétaires et à des attentes toujours plus fortes de la part de nos administrés. Pourtant, grâce à l'engagement de chacune et chacun, nous avons su préserver l'équilibre financier de notre commune, tout en maintenant la qualité des services publics et en répondant aux besoins essentiels de notre population. Je tiens à saluer tout particulièrement nos agents municipaux. Vous avez fait preuve d'une rigueur exemplaire, d'une créativité sans faille et d'une adaptation remarquable pour concilier les contraintes budgétaires avec les demandes légitimes des élus et des habitants. Que ce soit dans les services techniques, administratifs, culturels ou sociaux, vous avez su innover, optimiser et prioriser sans jamais perdre de vue l'intérêt général. Merci pour votre professionnalisme et votre dévouement. À vous, chers collègues élus, je souhaite exprimer ma gratitude. Les arbitrages budgétaires que nous avons dû rendre n'ont pas toujours été faciles, mais ils ont été nécessaires et responsables. Ensemble, nous avons fait les choix courageux pour préserver notre autonomie financière et préparer l'avenir. Enfin, je veux remercier les habitantes et les habitants. Votre confiance, vos retours et parfois vos critiques nous ont permis de rester ancrés dans la réalité et de mieux répondre à vos attentes. Une commune, c'est avant tout une communauté, et c'est grâce à vous que nous avons pu avancer. Alors que s'achève le mandat, je garde la conviction que l'intelligence collective et la solidarité sont les clés pour surmonter les défis. Je vous remercie toutes et toutes pour ces années de collaboration. Je vous souhaite une très très belle soirée, plein de belles choses. Et logiquement, on doit se retrouver après les élections, donc entre le 20 et le 22 mars. Donc c'est la loi, on va dire. Voilà. Donc on verra à ce moment-là, à quel moment nous mettrons en place ce conseil municipal à venir. Je vous remercie, je vous souhaite une très très belle soirée. Oui,
Alors, Muriel, normalement, c'est moi qui dois clôturer le... oui. Alors, on enlève la vidéo, mais c'est moi qui dois clôturer le conseil municipal.